On va commencer tout de suite, donc je vais me contenter de ce bref discours. Je pourrais en faire un plus long, vous vous en doutez, sur le sujet qui est un sujet vraiment débattu partout, peut-être un peu trop même aujourd'hui, mais dont on va essayer de sortir quelques idées essentielles à la fin de ce débat. Donc Faranak, je te passe la parole. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Faranak Farzaneh, je suis professeure associée à l'IPAC pour les gens qui ne me connaissent pas, sur le management et l'intelligence artificielle. Et je suis ravie et fière de faire cette table ronde. Tout d'abord, je remercie Margie pour son excellente idée pour organiser cette table ronde. Également, je suis ravie parce qu'il y a 3 grands professeurs dans le domaine de management et ressources humaines, professeur Igalins, professeur Peretti, professeur Boyer, qui faisaient partie il y a à peu près 10 ans, membres de mon jury de thèse. Et je suis contente aujourd'hui de pouvoir présenter cette table, d'animer cette table ronde à leur compagnie. Alors, et merci très particulièrement aux entreprises qui ont accepté notre invitation de faire partie de cette table ronde. Donc, je vais commencer à les présenter. Je vais y aller je commence par toi, Alicia. Ça va? Alors, on commence par Alicia Choupen, si je prononce bien. Alors, Alicia est chargée de projet de médiation en intelligence artificielle à la Maison d'intelligence artificielle qui a été inaugurée le 10 mars 2020, dont André et moi avons représenté l'IPAG lors de l'inauguration de la Maison d'intelligence artificielle. Alors, la MIA offre à l'écosystème IA de la Côte d'Azur un lieu d'échange et d'événements sur la thématique de l'intelligence artificielle. Alors, je vais parler de Alicia. Alicia a un master de didactique et enseignement de flow à l'Université Montpellier 3 et master de sciences, co-créativité and digital tools for educational innovation. Alors, hier, quand je regardais ton LinkedIn, je suis allée sur tout vos LinkedIn hier pour préparer, et j'ai été assez impressionnée par la moyenne de grade de Alicia, de son master de l'Université de Nice, de 17,82, avec plusieurs 20, la note 20, plusieurs. Alors, Mathieu qui vient de GOA de l'UT de Nice. Mathieu, est-ce que c'est facile d'avoir 20, la note 20? Ben non. Oui, mais je vous assure, moi qui ai étudié également dans 3 continents différents, je sais que la France en fait partie, un des pays dont la note 20, c'est quasiment inexistante. Et vous en avez pas un, mais 3. Bravo, Alicia. Ensuite, on va continuer, pardonnez-moi, avec Elodie Canas, qui est de SAP. Elodie est la directrice des opérations de SAP Lab de France. Elodie est de ingénieure financière de l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Elle fait partie du programme pilote pour SAP appelé Women to Watch. Et qui sait qui est SAP? Voilà, c'est quoi SAP? C'est... SAP, c'est effectivement... Yes, ERP, yeah, the famous ERP. Yeah, exactement. Ensuite, je continue avec Antonia. Antonia, qu'elle est... voilà. Antonia, qu'elle est neuroscientifique, possédant une expérience biomédicale et informatique. Elle est cofondatrice et également CEO, donc fondatrice et CEO, excusez-moi, de Neuropine. Neuropine combine les neurosciences et l'apprentissage automatique pour aider les radiologues à organiser, détecter et interpréter les résultats de l'IRM cérébral. Et vous travaillez avec plusieurs différents types d'apprentissage, d'après ce que j'ai compris. Et je vais toujours continuer avec Mathieu Meriani,
Mathieu. Alors, je regardais. Alors, Mathieu est CEO et fondateur de Somanity, une des entreprises dont vous avez fondé, parce que vous êtes fondateur de plusieurs entreprises. Ici, j'ai My3D, Somanity, aussi Planète Entreprendre. Mathieu, il a passé une année à l'IUT en génie électrique et informatique et actuellement étudiant en BBA à Esquema. Je fais un clin d'œil à Elisa. Et voilà, alors je parle de Somanity, qui est une entreprise pionnière de l'innovation dans le domaine des exosquelettes médicaux, utilisant l'impression 3D pour transformer la mobilité. Et vous êtes par la suite également fondateur de Atelier My3D, qui est une agence de conseil qui accompagne des projets d'impression 3D. Welcome, very, very warm welcome. Merci beaucoup d'être là. C'est la diversité. On parle de différentes langues aussi. Alors, chers étudiants, chère Madame la directrice, chers messieurs les professeurs, messieurs les directeurs, chers étudiantes, on va commencer cette table ronde qui porte sur la diversité et l'intelligence artificielle. Et alors, la diversité, c'est un sujet à l'heure actuelle très, très brûlante ou bien très chaude, notamment quand on arrive dans le domaine de l'IA. Aujourd'hui, vraiment, c'est une des préoccupations majeures des entreprises quand on parle de diversité. Alors, comment votre entreprise intègre-t-elle la diversité, l'inclusion dans ces initiatives liées à l'IA? Commencer. Qui est-ce que Bonjour, je suis Antonia. Je suis pas française, mais je vais essayer de répondre en français. Mais si c'est nécessaire, je vais échanger en anglais. C'est OK? OK, cool. Alors nous, notre startup est un startup MedTech, de Deep Tech, et on utilise des bases de données cliniques. Et on a commencé avec une base de données de la recherche, mais on va intégrer les bases de données cliniques. C'est très important pour être représentatif cliniquement. Et parce que historiquement, c'est difficile à intégrer des bases de données cliniques et faire des études cliniques. Et c'est représentatif aussi. Et on utilise une méthode qui s'appelle l'apprentissage fédéré, où on peut entraîner notre modèle localement dans les institutions médicaux. Et on peut entraîner notre modèle avec les bases de données cliniques localement. Et après, on peut agréger notre modèle sur un modèle global. Et avec cette méthode, on peut être plus représentatif avec beaucoup de bases de données cliniques qui viennent de plusieurs endroits, voilà. Et donc ça, c'est une méthode pour commencer, comment on peut être plus représentatif. C'est très important dans le monde clinique. Si vous avez quelque chose à dire. Oui, donc SAP, comme il n'y avait qu'une seule personne qui connaissait, je me dis que peut-être je vais repréciser, c'est une société informatique, c'est ce qu'on appelle le roi de l'ERP, c'est un éditeur de logiciels. Ça permet à une entreprise d'avoir plusieurs modules, par exemple finance, RH, logistique, et de tout gérer au sein d'un même logiciel. C'est une multinationale allemande et SAP Labs France, c'est une filiale de ce groupe. On a un site à Sophia Antipolis et on a aussi des équipes à Caen en Normandie et à Paris. On fait beaucoup d'initiatives liées à l'IA parce que c'est vraiment un focus que SAP veut faire actuellement. On a nommé au sein de notre groupe une directrice équité, équité et inclusion, ainsi qu'un comité éthique indépendant pour analyser tout ce que l'on fait comme développement de produits liés à l'IA. Donc, on fait aussi un focus, en plus de ces initiatives, sur les femmes, parce que dans le monde de la tech, même si chez SAP, on a une présence féminine assez importante, ça reste encore une minorité et on veut vraiment l'accroître dans les années à venir. Et du coup, on est partie prenante. On a signé un pacte avec une association des femmes et l'IA afin de créer et d'analyser, d'identifier si on n'a pas de biais de genre dans nos solutions.
Alors ça, c'est très bien parce que je vais pouvoir rebondir sur ce que disait Antonia. Donc moi, pour rappel, je suis fondateur d'une société qui fait des exosquelettes. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu un exosquelette, c'est un peu comme une armure d'Iron Man qu'on vient mettre sur quelqu'un qui atteint un handicap moteur, et on lui permet du coup de quitter son fauteuil roulant, de se verticaliser, de marcher, de prendre les escaliers. Nous, sur la partie intelligence artificielle et intégration de la diversité au sein de l'intelligence artificielle, c'est la même problématique qu'Antonia, c'est d'agréger assez de données qui sont assez diversifiées pour couvrir un maximum de handicaps. Toi, sur l'analyse des résultats que tu vas pouvoir en sortir, nous, sur justement le comportement que va avoir l'exosquelette avec ces données diversifiées, parce que tous les types de handicaps et les types de pathologies ne sont pas les mêmes. Et plus de données on a, plus de données on peut agréger, plus de handicaps on pourra couvrir à terme avec ce dispositif. Voilà. Et du coup, pour finir, à la EMIA, nous, notre particularité, c'est d'avoir une équipe quasiment exclusivement féminine. Et puisqu'on a ce rôle de faire découvrir l'IA sur le territoire, disons que ça aide déjà en partie, selon les publics qu'on reçoit, que ce soit du grand public, des professionnels ou même des scolaires, parce qu'on s'adresse aussi beaucoup aux collégiens du département. Ça nous permet de leur faire découvrir que les métiers de l'IA, c'est pas seulement réservé aux hommes, que les filières IA et tech ne sont pas exclusivement réservées aux jeunes hommes. Donc c'est déjà un premier avantage. Et nous, dans toutes on ne développe pas directement de solutions d'IA, mais on a un rôle vraiment de faire vivre cet écosystème IA du territoire et de Sophia Antipolis. Et donc on travaille notamment avec 27 startups présentes sur le territoire. Et on essaye de mettre en avant des portraits de femmes dans ces startups pour mettre en avant leur parcours, leurs expériences et pourquoi pas aussi les difficultés auxquelles elles ont été confrontées dans leur parcours. Bon, avant que l'on pose une autre question, ce que je voudrais suggérer, c'est que si, au fur et à mesure du débat, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser, puisqu'on n'est pas un débat uniquement entre nous ici, mais avec la salle, et ces questions-là sont quand même des questions qui font émerger des idées nouvelles. Moi, j'en vois deux déjà. J'ai entendu d'abord parler en priorité des aspects médicaux, et l'IA est très importante dans le domaine médical. Et ensuite, quand vous parlez de diversité, vous parlez des femmes. C'est pas la seule variable. Donc, on peut la considérer comme la variable la plus importante, mais on peut élargir aussi le débat. Alors, je te laisse poser d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas à intervenir. Merci beaucoup. Effectivement, quand on parle de la diversité dans son ensemble, regroupe 3 dimensions principales qui sont la diversité humaine, donc le rôle des femmes, la diversité culturelle et la diversité des systèmes. Ça rentre dans le concept de la diversité. Alors, est-ce que vous pouvez partager des exemples concrets de projets ou de programmes dans lesquels la diversité a joué un rôle clé dans le développement de solutions de l'IA dans votre entreprise? Alors, nous, la diversité, elle est présente d'abord avec l'âge, en plus d'être présente sur la diversité de là où les gens viennent. On a un projet auquel personne croyait au début, puisque quand on a dit on va faire remarcher des personnes qui sont atteintes de handicap moteur depuis 20-30 ans pour moins de 10 000 euros contre 250 000 euros aujourd'hui pour nos concurrents, on nous a un peu rionné. Et c'est la diversité déjà humaine qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui, en ayant des gens qui ont 42 ans et 4 doctorats, en ayant des petits génies qui sortent d'école, qui ont seulement 17 ans et qui viennent nous apporter des idées nouvelles. Et c'est cette diversité-là qui nous a fait et qui nous a permis d'avancer. Ça peut être la diversité aussi au niveau de l'apprentissage et la croissance qu'on a aujourd'hui et ce qui nous a permis d'arriver à un dispositif aujourd'hui qui marche. Et d'avoir été en autofinancement jusqu'à maintenant, parce que ce dispositif exosquelette, on l'a sorti sans faire de levée de fonds, etc. Ce qui pour une startup medtech et deep tech est quand même assez exceptionnel, et c'est grâce à des équipes aussi qui sont diversifiées, qui nous amènent des regards neufs et qui du coup nous permettent vraiment de casser ces temps de R&D et de casser la façon dont on fait de la recherche normalement. Alors, le tarif, on l'abaisse avec plusieurs phases. Les premières, c'est que les premiers exosquelettes, ils ont été fabriqués dans un garage et on a levé
des verrous technologiques importants en partant de rien, comme Apple. J'espère qu'on aura un jour la même capitalisation. Mais on réduit le prix avec l'impression 3D puisqu'on fait beaucoup de nos produits en impression 3D, ce qui nous permet de réduire aussi le temps de développement. Et voilà. Et c'est surtout que le design de co-conception, pour nous, il a été important parce que ce projet d'exosquelette, il n'a pas été créé de nulle part. Il est venu en fait d'un ami à moi qui est atteint d'une sclérose en plaques. Et on s'est aperçu, et enfin c'est un regard qu'on partage aussi avec Antoine là-dessus, qu'aujourd'hui sur la façon de faire de la medtech a beaucoup évolué, a beaucoup changé. On a des concurrents comme Wondercraft qui sont des très gros, des exosquelettes, qui font des dispositifs qui ressemblent à du dispositif médical. Nous, on va présenter un exosquelette à Vivatech qui a été généré en partie avec de l'IA, avec nos personnels, mais aussi en co-conception avec des gens qui sont atteints de handicap moteur et qui nous ont dit, nous, on aimerait avoir ça comme techno. Et on a essayé de sortir un peu un design à la Apple qui sera présenté justement à Vivatech et qui est un design complètement novateur sur ce qu'on voit sur les exosquelettes. On a gagné 80% de taille par rapport aux concurrents, 90% d'autonomie, tout en gardant un prix qui est 25 fois inférieur à ce qui est sur le marché. On a plusieurs marchés et on a d'ailleurs, pour rebondir sur l'IA, qui intervient dans tous ces marchés. Sur le médical, c'est très important et c'est la même problématique qu'on vit tous les jours avec Antonia, c'est comment on agrègue assez de données pour avoir une diversité qui est assez large sur nos patients. Donc le but, c'est vraiment là de toucher un très grand public, de remplacer le fauteuil roulant. On a une cible professionnelle dans le médical qui est la rééducation. Donc aujourd'hui, avec des exosquelettes, on peut réduire les temps de rééducation de quasiment 70 à 80%. Et après, on a d'autres marchés, comme le marché du spatial. On a un partenariat avec l'Agence spatiale européenne, avec lequel on développe des exosquelettes de génération gravitationnelle, sur lesquels on agrège aussi de la donnée. Et c'est tous ces marchés aussi qui font qu'on est compétitif, parce qu'on apporte de la donnée du spatial, on apporte de la techno du spatial pour le médical et inversement. SAP fait beaucoup de solutions pour la gestion des ressources humaines et donc j'ai choisi un exemple là qui me vient en tête où la diversité est importante, c'est le recrutement. Donc on a des solutions d'IA pour le recrutement. Donc j'ai demandé à mes équipes de savoir un peu comment ça fonctionnait. Donc l'IA, elle est capable de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Elle est capable d'analyser un CV, elle est capable de générer des questions pour que le recruteur puisse les poser en entretien, elle est capable de créer une offre d'emploi. Donc on considère que cette offre d'emploi peut être créée de manière plus inclusive que ce que ferait un recruteur qui pourrait être orienté par sa personnalité, par son genre. Ça, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais quand on analyse, il faut se dire que l'IA peut être pas neutre du tout. Elle peut engendrer des biais, elle peut créer une discrimination tout comme le ferait un recruteur. Et du coup, on a créé un comité éthique pour analyser les cas d'usage de certaines solutions. Et on a aussi ce qu'on appelle le principe de human in the loop, c'est-à-dire qu'il y a toujours une action humaine, un recruteur qui va valider ce qu'a proposé l'IA. Donc voilà pour une des solutions concrètes. Merci. Et moi, je vais rebondir là-dessous. C'était en 2014, sauf erreur de ma part, dont Amazon a fait une erreur de recrutement avec les CV uniquement. En fait, l'algorithme était généré, le modèle était créé d'une façon qu'il n'avait sélectionné que des profils masculins. Donc là, ils se sont dit, on a un problème. On a un gros problème, surtout dans la tech. Bon, on va pas sélectionner que des CV masculins. Et là, ce sera peut-être l'objet d'une autre question, mais c'est très dur de changer le modèle. Merci, merci. Alors, mes étudiants, vous avez eu un cours sur l'IA et le recrutement. Vous avez une question? Alors, merci beaucoup. Je vais continuer alors. Je vais continuer avec la troisième question qui est, pouvez-vous nous en dire plus sur la relation entre les données et la diversité? Ça, c'était une question piège, je pense.
C'est difficile, mais évidemment, c'est très important. C'est très important de penser ce qu'on peut comprendre avec les bases de données et ce qu'on veut prendre comme résultat. Et c'est important de commencer avec quelques paramètres avec les bases de données et après continuous itération, j'imagine, avec les clients, avec les professionnels et avec l'équipe. Donc c'est pas quelque chose qui est concret. On peut commencer concrètement, mais c'est flexible et adaptable. Ça c'est très important avec l'IA. C'est un peu général. Non, merci. Quelqu'un d'autre voudrait parler de cette question des données? C'est encore plus important que ce qu'on pense, que ce soit pour de la pour de l'analyse justement derrière de scanners d'IRM ou pour l'adaptation d'un exosquelette à un handicap certain, c'est la diversité qui va faire la création de l'IA. L'IA a une base qui est la diversité. Et c'est ce qui permet aussi à l'IA d'interpréter, de pouvoir agir selon des cas très précis. Nous, par exemple, sur la partie diversité, on va pas traiter une sclérose en plaques comme on va traiter quelqu'un qui est tétraplégique. Sur ces deux pathologies, par exemple, la sclérose en plaques, vous avez du retour musculaire avec des spasmes. Quand on attache le patient dans l'exosquelette pour pouvoir le verticaliser, on peut pas simplement l'attacher. Il faut une captation de ces données de spasmes pour pouvoir réagir. Et donc on a besoin de commencer sur des cas comme Anthony a dit, sur des cas qui sont très précis, par exemple la paraplégie ou la rééducation post-AVC, pour derrière partir sur des cas beaucoup plus généraux avec des pathologies cardiaques, des pathologies sur de la tétraplégie, de la paraplégie, de l'hémiplégie, voilà, toutes les maladies qui peuvent atteindre la partie moteur. Il y a une question. Ah oui, allez-y. Défaillance. Merci. Aujourd'hui, comment on peut expliquer une défaillance sur la non-intégration de la diversité dans des algorithmes IA du coup? Après, en gros, c'est quoi le problème? Je pense que la réponse à cette question, et ça sera peut-être confirmé aussi surtout sur la partie RH et sur la partie médicale, aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de lois qui nous empêchent de faire beaucoup de choses pour des raisons qui sont très louables. Moi, sur de la donnée médicale, si je vous montre le process de 90 pages juste pour garder en stock l'âge d'un patient, vous seriez ébahi devant le temps de paperasse. Déclarer ses impôts à côté, c'est d'une facilité sans nom. Et c'est pareil pour la partie RH, parce qu'on traite de la RGPD, etc. Nous, sur la donnée médicale, on est obligé de payer une blinde en stockage parce que ça doit être ROHS, etc. sur les zones de stockage. Et qu'on peut pas simplement dire moi j'ai plein de bases de données qui sont détenues par plein de CHU auxquelles je rêverais d'avoir accès pour entraîner mon IA, mais ça va me prendre 4 ans avant d'avoir les autorisations pour aller chercher ces données. Si j'ai une facilitation de ça avec, je sais pas moi, un label qui est créé pour les entreprises qui sont sûres, qui sont contrôlées, je sais pas, par la DGSI, la RS, etc., la DGSE, pour contrôler la sécurité, etc., et qui nous donne accès à ces bases de données, que ce soit pour la RH, je pense, ou pour le médical, on avancerait beaucoup plus vite. Je confirme ce que vient de dire Mathieu, c'est-à-dire que avec tout ce qui est compliance et RGPD, c'est un sujet très sensible. Par exemple, si vous voulez entraîner des modèles ou faire des tests, il faut faire ce qu'on appelle générer des données synthétiques et il faut anonymiser les datas. Et ça prend du temps, c'est complexe. C'est vrai que quand on y pense, on se dit bon, on n'a qu'à prendre l'ensemble d'une société, on voit le modèle, mais on n'a pas le droit de faire ça. Et on parle que de données RH et données médicales, ça doit être encore plus sensible. Mais rien qu'un personal number ou un user d'un employé d'une société, ça, c'est soumis à des règles et on ne peut pas les analyser comme ça. C'est un obstacle, GDPR, regulation, c'est ça. Mais nous, ce qu'on a dit avec l'utilisation de l'apprentissage fédéré, qu'on peut entraîner notre modèle localement sans regarder les bases de données. Donc, on peut entraîner directement sans voir les images de l'IRM. Donc, c'est une très bonne méthode pour
entraîner notre modèle est très représentatif sans regarder le data, sans avoir le GDPR regulations. Voilà. Et c'est ça qui est aussi explicatif de la façon dont les Français et les Européens font l'IA et la façon dont les Américains font l'IA. Les Américains sont beaucoup moins regardants sur toutes ces problématiques de RGPD et de données personnelles. Donc ils vont apprendre vraiment à leur IA, ce qui avait causé des problèmes d'ailleurs à OpenAI là-dessus, sur de la donnée personnelle et sur des trucs qu'on va les scraper et voler. Nous, on est obligé de repenser la façon dont on fait de l'IA en justement essayant d'entraîner des modèles qui ont un scope très très large et qui peuvent réagir sans obligatoirement avoir accès à la donnée, quoi. Mais des fois, c'est compliqué parce qu'il faut quand même qu'on puisse y avoir accès. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc j'ai bien noté la difficulté d'accès aux données. J'avais une question. Imaginons qu'on soit dans un monde où les personnes discriminées ou harcelées pour motifs discriminatoires ou autres soient moins performantes, malades et ou moins investies du fait de cette situation-là. Et que dans les données d'entrée, on ait des données sur le genre, sur l'âge des personnes, sur la nature de leur prénom, leur origine, etc. Et les résultats de chacune de ces personnes. Est-ce qu'il existe des moyens via l'IA dans leur entraînement ou non de neutraliser les effets ou le risque que la sous-performance liée au harcèlement ou à la discrimination soit neutralisée? Ou est-ce que dans des décisions RH de sélection ou de gestion de carrière ou de performance des personnes, on risque de se retrouver derrière avec tout simplement une reproduction, voire une anticipation de perte de résultats pour ces profils, ces catégories-là, du fait de l'anticipation des conséquences de discrimination ou de harcèlement? Je pense que le souci, c'est que pour l'instant, les modèles d'IA sont entraînés par nous. ChatGPT en est le très bon exemple quand on se rend compte qu'en décembre, il y a une perte de puissance des serveurs d'OpenAI parce que ChatGPT a détecté qu'en fait, l'humain en décembre était plus flemmard. Ça prouve bien que tant qu'on n'aura pas et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la manière d'entraîner les IA, tant qu'on n'aura pas une certaine façon d'entraîner les IA qui sera très décorrélée, je pense, de la façon dont on fait nos choix, ce sera pas le cas. Étant donné qu'en plus on veut faire des IA pour remplacer certaines tâches humaines, on fait des IA qui pensent comme nous, même si on s'en rend pas compte. Vous pouvez, sans parler d'IA, hein, si vous regardez le code d'un développeur, vous pouvez dire à quel développeur il appartient. Et c'est la même chose pour l'IA. On entraîne comme on peut affecter des relations humaines qu'on a entre nous par des biais qui sont invisibles, mais qui derrière affectent grandement les relations humaines et les choix qu'on peut faire. Et pour compléter également, c'est vrai que les facteurs discriminants, il y en a vraiment partout, quel que soit le domaine dans lequel c'est appliqué, mais notamment effectivement pour les ressources humaines. Et demander à l'IA de venir les détecter et pourquoi pas de les corriger, effectivement, c'est un très lourd travail. Et déjà de les détecter pour les extraire de ce process, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain ou que chercheur derrière cette IA, il faut déjà soi-même pouvoir un peu faire un pas en arrière. Pour se demander si vraiment est-ce que c'est un facteur discriminant qui va pouvoir impacter négativement ma recherche. Et ça, c'est pas forcément évident. Surtout qu'on est sur un modèle aujourd'hui d'apprentissage et d'utilisation des IA qui est c'est soit tout noir, c'est soit tout blanc. Il n'y a pas de gris. On est sur j'en discutais ce matin avec justement des chercheurs de Saclay, où on définissait le fait que l'IA ne sera pas humaine, et on a le temps encore avant ça, tant qu'elle n'aura pas conscience de la mort, parce que c'est la conscience de la mort qui amène la créativité, l'envie de vivre, etc. Donc le fait de vouloir corriger un biais négatif de discrimination pourrait entraîner encore plus de discrimination. Et ça, c'est des choses qui sont très compliquées à prévoir. Donc le seul truc qu'on peut faire, c'est suivre l'exemple des SAP et mettre des comités éthiques qui sont des hommes et des femmes qui vont derrière mettre des barrières à ce que va nous sortir l'intelligence artificielle. Merci. À vous écouter, moi je suis inquiet parce que d'abord je croyais que l'intelligence artificielle allait travailler à notre place. Et je m'aperçois qu'il faut beaucoup travailler sur l'intelligence artificielle et qu'en plus elle va faire n'importe quoi sans même qu'on s'en aperçoive. Et donc ça m'amène à me dire que
les problèmes éthiques dans l'intelligence artificielle sont considérables. Le deuxième article que j'ai écrit sur l'intelligence artificielle, c'était ce problème éthique. Mais j'avais l'impression d'avoir fait un article sur le sujet, puis qu'on n'en parle plus, qu'on nous emmerde plus, excusez-moi, avec ce genre de problème. Pas du tout, c'est au centre de la question. Donc, il va falloir y revenir. Et puis, j'ai l'impression que vous êtes des gens qu'on soupçonne de faire des tas de trucs illégaux, quoi. Ou de vouloir faire des trucs illégaux en vous servant de l'intelligence artificielle pour manipuler tout le monde. L'intelligence artificielle, dans son utilisation éthique ou pas, on en revient au problème de choix du bon ou mauvais de l'humanité, et c'est la même chose que pour les réseaux sociaux. Le réseau social, à la base, c'est la plus belle invention du monde. C'est quelque chose qui nous permet d'être connectés tous à travers le monde et savoir ce que nos potes font s'ils sont en Australie alors que nous, on est en France. Sur le papier, c'est une super belle invention, comme l'IA. L'IA sur le papier, c'est une super belle invention de me permettre, moi, en tant que chef d'entreprise, de gagner énormément de temps, de me permettre à nos exosquelettes de couvrir tous les types de handicap, de pouvoir détecter des maladies très longtemps avant qu'elles arrivent, de pouvoir enlever les biais discriminatoires sur la partie RH. Mais c'est l'utilisation qu'on en fait derrière qui va être définie comme bien ou mal, ou comme éthique ou pas. Oui, alors ça pose toutes les questions des barrières que l'on a mis. Alors vous avez dit qu'elles étaient très différentes aux États-Unis, beaucoup plus faibles aux États-Unis qu'en Europe. Étant donné que vous avez ces problèmes-là, comment vous faites, vous, pour vous vérifier que les solutions d'IA que vous développez ne créent pas des discriminations ou n'aggravent pas des discriminations? Justement, comme SAP est un grand groupe et que on pouvait pas se permettre de générer des solutions pour nos clients ou bien en interne avec des biais ou d'accroître une forme de discrimination, on a mis en place au niveau du groupe un comité éthique indépendant spécifique pour l'IA. Donc, en fait, c'est des seniors, c'est des vice-présidents de certains départements, que ça soit finance, HR, développement, qualité, qui se réunissent et ils analysent ce qu'on appelle des cas d'usage. Par exemple, si on a un développeur qui veut créer une nouvelle solution, un produit, qui a une idée, il va remplir une sorte de questionnaire, il va participer à un process et en fonction des réponses qu'il va faire et des données qu'il compte analyser, il va y avoir une classification. Donc, le comité, si c'est un cas standard, il va dire « OK, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci ». S'il décèle qu'il y a un risque dans le produit que l'on veut développer ou la solution, il va dire « Attendez, on se réunit, il va faire des recommandations, il va dire aux équipes « Il faut changer ça dans le modèle, ça ne va pas ». Et il va aussi se permettre de mettre ce qu'on appelle un red flag. À un moment, il va dire « Non, ça c'est trop sensible, on ne peut pas le faire de manière éthique, donc on n'y va pas ». On fait en plus de tout ça un panel externe de conseillers du monde académique, politicien, des industries qui donnent aussi leur avis sur les solutions qui sont créées. Donc on essaye de mettre un garde-fou parce qu'on est bien conscient que si on lance de la data dans un modèle d'IA, ça peut être encore pire ou encore plus, il peut y avoir plus de discrimination que ce qu'un humain aurait fait. Donc au sein d'SAP, c'est les garde-fous qu'on essaye de mettre en place. Par contre, chez Neuropen, on est une petite équipe, on est 4. Pour développer notre logiciel, la première étape est de déterminer notre paramètre chez nous et déterminer notre méthode d'analyser les images. La deuxième étape est de tester notre paramètre avec les clients, qui sont les radiologues dans notre cas. Et après, on peut design les études cliniques, design les études de pilotage et tester notre logiciel avec les clients, avec les radiologues et être sûr que c'est vrai, que c'est utilisable et que c'est équitable aussi. Et après, il y a troisième étape avec les études cliniques et le beta testing et tout ça. Mais pour maintenant, on est dans la première étape et on est une petite équipe. Donc, on n'a pas un système systémique comme vous, mais c'est notre méthode, c'est très sûr. Puis en tant que start-up, on a à peu près la même taille de structure. Nous, on est une dizaine de personnes. On peut pas se permettre d'avoir de comité d'éthique, mais on fait quand même attention au jour le jour à ce qu'on fait. On fait pas ça en mode freeway parce que on est d'abord sur des marchés français.
On est sur des commercialisations sur des marchés français et derrière, on va avoir des contrôles, étant donné qu'on est sur des marchés français qui sont beaucoup plus poussés que ceux de la FDA, que ce soit des contrôles d'éthique, mais aussi des contrôles cliniques. Et c'est ce qui nous oblige aussi à poser des garde-fous et à faire attention à ce qu'on fait. Merci, mesdames. Et vous avez surtout répondu par de la procédure, en parlant des comités d'éthique et des procédures qui permettent d'éviter les problèmes liés à la non prise en compte de la diversité. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas encore d'intelligence artificielle, mais il y avait déjà de la science-fiction. Et il y avait entre autres un auteur qui s'appelait Asimov, qui avait écrit un cycle qui s'appelle Les robots. Et dans ce cycle, il y avait déjà des problèmes éthiques par rapport aux robots, les relations entre les robots et les hommes. Il avait défini 3 méta-règles. Ces méta-règles, c'était de mémoire, bien sûr. La première, c'est le robot ne doit jamais faire de mal à l'homme. La deuxième, c'était le robot doit obéir à l'homme, sauf si cela contrevient à la première règle. Et la troisième règle, c'était le robot doit préserver sa propre existence, sauf si cela contrevient aux règles précédentes, 1 et 2. Donc c'était trois méta-règles qui géraient un petit peu les relations éthiques entre le monde des humains et le monde des robots. Alors ma question sur l'éthique, c'est au-delà de la procédure que vous avez évoquée, au-delà des comités, est-ce que vous avez aujourd'hui un peu une idée de méta-règles qui seraient au-dessus des lois et qui seraient peut-être liées, je ne sais pas à quoi, à de la morale ou autre chose, qui pourrait régir le fonctionnement de l'intelligence artificielle dans vos domaines respectifs? Alors déjà, il faudrait qu'on commence par changer notre fonctionnement à nous. On peut pas demander à une IA d'être éthique quand les 3/4 de la grosse partie de la finance mondiale ne l'est pas. On peut pas demander à une IA d'être éthique et de mettre l'humain au centre de son fonctionnement quand nous-mêmes, surtout sur les grosses structures, que ce soit Total, etc., on ne met pas l'humain au centre de notre développement. Oui, mais c'est comme ça a été inquiétant pour certains de voir arriver des tracteurs dans les champs. Quand les tracteurs sont arrivés, ça a pris le boulot de gens qui étaient dans les champs, et aujourd'hui, personne n'irait défricher un champ sans tracteur. Ce serait fou. Et ça reviendra peut-être. Mais lorsqu'il n'y aura plus de pétrole. Ça reviendra peut-être, oui, quand il n'y aura plus de pétrole. Mais sur l'IA, c'est le même fonctionnement. Après, il faut l'IA, c'est une des plus grosses remises en question de l'humanité dans la façon dont elle a à traiter ses problèmes et les problèmes des autres. Mais il faut aussi qu'on se pose des questions sur nous-mêmes avant de se poser des questions sur l'IA. Parce que je pense que les réponses sur l'IA viendront quand on aura les réponses sur nous-mêmes et sur la façon dont on veut que notre société fonctionne. Espérons que ce ne sera pas trop tard. Ah, très belle question. Et c'est intéressant parce que c'est dans notre cadre. Dans notre cas, dans le domaine des medical devices, c'est important de distinguer quel type de medical device il est. Pour nous, par exemple, c'est pas un device de diagnostic, c'est pour aider les radiologues, aider les médecins avec la diagnostic. Donc c'est important que les paramètres et l'outil est flexible et adaptable dans l'équipe des radiologues. Et c'est pas, il peut faire les suggestions, les décisions, mais c'est à la fin, c'est le radiologue qui fait la décision, qui fait la diagnostic, qui fait le traitement. Peut-être il y a des autres options, les autres medical devices qui font plus que ça, mais c'est très important que c'est fiable et reproductible. Nous, on fait pas ça. C'est vrai que l'IA, ça peut faire peur, surtout pour certains métiers où on dit ils vont tendre à disparaître et être remplacés par l'IA. Mais de ce que j'ai vu en cas d'usage et d'analyse, c'est que l'IA, elle est capable de faire les choses basiques. Par exemple, je vous disais classifier des CV, analyser, proposer des questions. Tout ce qui est un peu classique, elle va le faire de manière plus ou moins bien. Mais il y aura toujours un humain derrière, une personne qui va pouvoir confirmer ou infirmer ce qu'a dit l'IA. Nous, on a fait des tests en interne avec des développeurs, par exemple. Ils ont essayé de résoudre des problèmes et voir si ChatGPT le faisait mieux qu'eux ou plus rapidement. Alors, il y a sur des choses où c'est plus rapide. Dès que c'est basique,
nos développeurs ont été battus par l'intelligence artificielle, mais dès que c'est devenu complexe, le modèle, il tournait en rond. En fait, il répondait à la question, mais il répondait à côté. Il n'arrivait pas à analyser les cas complexes. Donc, à la fin de la journée, on leur a dit, bon, bah, écoutez, on a encore besoin de vous, les développeurs, c'est encore quand même... voilà, c'est que pour le basique, l'IA, c'est OK, mais dès que ça devient un peu complexe, c'est pas, à ce jour, pour moi, c'est pas encore pertinent. Puis vous avez un effet de mode qui est lié à l'IA aussi, où tout le monde fait de l'IA aujourd'hui. Pour avoir le nez comme Antonia et comme les autres, notamment à la EMIA, où aussi ils voient beaucoup d'IA passer, on est très loin de Skynet et de Terminator. Hein, on a beaucoup de temps et on a largement le temps devant, parce que si on prend la croissance de développement de l'IA et qu'on la calque sur des modèles de croissance technologique qui ont été ceux des puces en silicone, des transistors, etc., et qu'on l'augmente un peu parce que on a des nouveaux moyens, on se rend compte qu'on va arriver à un moment sur un plateau de stagnation avant vraiment de redécoller sur une IA qui aura peut-être conscience de soi, etc. Mais avant que ça arrive, il va falloir qu'on arrive à fabriquer des supercalculateurs qui sont aussi capables de tenir une conscience, des serveurs qui sont capables de maintenir toute la donnée qu'il faut pour entraîner une conscience. Et donc avant que ça arrive, on a quand même encore un peu de temps et de beaux jours devant nous. Merci. Et donc oui, pour un peu clôturer cette question qui manifestement intéresse effectivement tout le monde, nous, ce qu'on fait à la EMIA, c'est beaucoup de vulgarisation scientifique, et donc on a aussi une grosse partie qui permet de démystifier ce qu'est l'IA. Et ce qui est important de rappeler aujourd'hui, c'est que l'IA, c'est un outil, et tout ce qui concerne l'intentionnalité, derrière ça, ça c'est un facteur humain. Pour l'instant, effectivement, la machine n'a pas conscience des décisions qu'elle prend, même si elle est apte à prendre des décisions. Et il y a énormément de steps, d'étapes dans lesquelles l'humain est amené à faire du human feedback, voilà, à regarder les résultats qui ont été extraits ou sortis par IA. Donc effectivement, on est loin, comme le dit Mathieu, de Terminator, Skynet, etc. On n'est pas, ça s'appelle une IA forte. Actuellement, on est à ce qu'on appelle au stade de l'IA faible. Voilà, c'est une IA qui peut prendre des décisions, mais qui n'est pas consciente des décisions qu'elle prend. Et ça, pour moi, effectivement, c'est un facteur éthique très important. Voilà, le jour où la machine sera dotée d'une conscience, et ce jour arrive, effectivement, ce sera un step vraiment, voilà, au-dessus. Oui, il y a, au fond, en parlant de l'IA, on parle de l'homme, en fait. On parle vous l'avez dit d'ailleurs, c'est le perfectionnement de l'homme qui est nécessaire pour que l'IA fonctionne vraiment. Donc on est vraiment en interaction. D'autre part, on parle d'IA faible, d'IA fort, etc. Il y a quand même, là on peut faire une petite parenthèse sur le langage, c'est-à-dire le mot intelligence artificielle, c'est un mot qui a été créé dès le début et qui a servi d'image, de marketing de ce produit. Et qui a connu sans arrêt des paliers, des accélérations. Donc là, on est dans des périodes d'accélération, mais bien sûr, il y aura une période de palier où on va un petit peu ramer, puis on va développer d'autres choses. Si on développe des ordinateurs extrêmement puissants, attention à la consommation électrique, parce que là, vous avez des consommations fabuleuses qui viennent derrière l'IA. D'autre part, je voudrais signaler à Jacques qu'un peu plus tard, Asimov, il a sorti un 4e règle qui était les 3 règles portées sur l'être humain, la 4e règle portée sur l'humanité. C'est-à-dire qu'elle demandait à ne pas prendre d'action, que le robot respecte toutes les règles, mais ne détruise pas l'humanité. Et donc, il avait introduit une variable collective derrière ces variables individuelles qui semblaient plus naturelles au début. Et donc, est-ce qu'il existe des méta-règles là? C'était la question que tu posais. Eh bien, je pense qu'elles vont se dégager de façon progressive et de façon. Mais ici, on est sur le terrain. Donc, on parle de l'IA à 2 niveaux. Maintenant, on vient d'en parler au niveau global. Là, on va revenir au niveau de l'action, c'est-à-dire ce que l'on fait vraiment, ce que vous ressentez. Ce qui vous paraît important, et donc on va continuer à vous poser des questions dans cette direction. Je vous en prie. Justement, je me permets d'interagir sur cette remarque-là. Est-ce que, de votre regard expert, à aujourd'hui en termes de prévention, est-ce que l'éthique a suffisamment, est-ce que
on a déjà pris en compte les limites ou est-ce que l'innovation va trop vite et que justement on parle des avantages avant de parler des limites et aujourd'hui les limites sont trop méconnues. On a tous en tête les sujets sur la cybersécurité et ses défaillances, mais à mon avis, éthiquement, il y a d'autres failles qui sont elles aussi très importantes et qui sont peu exploitées ou en tout cas peu médiatisées. Alors ça c'est une question qui est intéressante. Moi je vais vous en poser une en retour. Pour les gens qui financent l'IA aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, l'éthique ou l'argent qui leur est apporté de ces IA? C'est l'argent. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut changer la façon dont on met la première brique. Aujourd'hui, il y a de l'éthique. Ça a été une des grosses dissonances au sein d'OpenAI avec justement Sam Altman qui a été limogé pendant quelques jours avant de revenir, bien sûr, avant l'ouverture de ce cours boursier pour éviter les problématiques. Avec cette dissonance de est-ce qu'on calme ChatGPT pour faire quelque chose de plus éthique ou est-ce qu'on accélère pour faire plaisir aux investisseurs? La finance mondiale actuelle ne permet pas de faire un stop sur ces IA pour poser des questions éthiques. Donc heureusement, on a la chance d'être dans un pays qui s'en pose quand même. On a des obligations, on a des devoirs et des droits, et on a le devoir aussi de se poser des questions éthiques là-dessus. C'est moins le cas de certaines personnes ou de certains pays qui n'ont pas la même philosophie que nous là-dessus. En France, Mistral AI se pose aussi des questions qui sont peut-être moins importantes que ce qu'on se pose nous à notre niveau. Donc ça dépend vraiment d'un niveau d'échelle, je pense, et d'un niveau de conscience personnelle des gens qui vont porter ça, et surtout d'un niveau de conscience économique qui est porté par les gens qui financent ça. Je rejoins un peu les propos de Mathieu, même si je mettrais un petit bémol, c'est-à-dire que effectivement, si on enlève tous les comités éthiques, si on enlève toutes les notions de normes, ça freine l'innovation. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc, il y a des grosses boîtes américaines que je ne citerai pas qui ont dit le comité éthique ou la diversité et inclusion, ça nous freine. Donc, on fait une pause pour relancer l'innovation et pour avoir une longueur d'avance sur nos concurrents. Mais si tous les grands groupes se mettent ensemble et créent une sorte de charte morale, ça peut être freiné. C'est-à-dire qu'il faut faire un bon compromis entre les deux, entre équité, performance, retour sur investissement, parce que finalement, c'est vrai que ceux qui financent, c'est ce qu'ils attendent, les actionnaires, mais il faut quand même faire un compromis entre les deux, et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ça doit être global. J'ai une question pour les jeunes entrepreneurs par rapport à ce qui a été dit entre l'éthique et peut-être les règles plus exigeantes en France. Est-ce que vous êtes tenté d'aller à San Francisco? Si vous nous proposez des bureaux, oui, hein, mais nous, on vise un marché pour Somanity qui est un marché international, parce que le marché américain est très important pour nous, parce qu'aujourd'hui les exosquelettes aux États-Unis, ça se vend 150 000 € et c'est pas remboursé. Un fauteuil roulant électrique aux États-Unis, ça se vend 45 000 $ et c'est pas remboursé. Donc je vous explique, si on arrive avec des exosquelettes à moins de 10 000 $ qui font remarcher les gens. Le souci, c'est que ça se fait pas n'importe comment. Le marché américain a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est la facilité justement pour la FDA avec un 510K pour avoir des validations médicales qui passent plus rapidement, d'avoir peut-être, mais ce qui est pas notre volonté, d'avoir justement des calculs éthiques qui sont beaucoup moindres. Mais derrière, nous, ça nous demande par exemple, en tant que société d'exosquelettes, une réserve d'au moins, allez, on va dire 35 millions $ en cas de procès, hors assurance. Ce qui est moins le cas en France, puisqu'on est plus protégé. Il y a on passe beaucoup plus de temps sur les agrégations et tout ça, ce qui nous permet d'être protégé aussi qu'entreprise, mais aussi de protéger le patient. Donc chaque marché, je pense, a ses avantages et ses inconvénients. Nous, on ira à terme sur le marché américain. Je pense que ça va être le cas pour Neuropin aussi, mais il y a ces inconvénients qui sont aussi des gros inconvénients. C'est sûr, dans le domaine de la santé numérique, c'est sûr qu'il y a une ambition globale et on va commencer en France. Je suis pas française, mais je viens en France et je commence cette boîte en France parce que c'est un bon environnement de commencer en projet scientifique et être entrepreneuse. Et on peut commencer ici, on peut commencer à Nice, à Paris, en Europe. Et après, c'est sûr qu'on va aller en Amérique du Nord, et avec les FDA regulations aussi. Mais
on va utiliser les règles et le système d'éthique des IA européenne pour aller aux États-Unis, par exemple. Et ça, c'est très important parce que le système de santé, c'est très différent in the US. Mais c'est important d'avoir l'éthique et le système, les règles européennes. Et l'innovation toujours précède la caution. Mais si on utilise les réglementations qui est systémique en Europe, on peut utiliser ça pour aller en Amérique du Nord et on peut présenter qu'on a des résultats bons avec cette éthique et on peut we can showcase we can showcase that it's possible and only then we can have systematic change in AI basically. Sorry about ce que vous voulez dire, c'est que en venant sur le marché américain avec des règles éthiques européennes, c'est un avantage compétitif? Est-ce que c'est un avantage compétitif? Est-ce que you have an advantage to come in United States with the regulation of Europe? Pour le moment, je ne sais pas si c'est un avantage, mais si on a de succès, ça serait un avantage et on peut présenter que c'est un avantage, mais pour le moment, on ne peut pas prouver que c'est un avantage. Pas encore. Et effectivement, un des rôles de la MIA aussi, c'est de faire vivre l'écosystème de notre territoire. Et donc, Sophia Antipolis, c'est la plus grosse technopole d'Europe. Et ce qu'on essaye également de faire, c'est de ne pas laisser fuir ces talents français à l'international et de ne pas laisser vendre nos solutions françaises aux Américains ou aux Chinois, puisque justement, on va être confronté à ces législations différentes et ces tolérances différentes aussi, notamment en termes d'éthique. Et donc, si on commence à laisser partir tous nos talents, toutes nos solutions, effectivement, on va y avoir un jour un petit souci, effectivement. Oui, il faut faire un petit cocorico local. Ici, pour le développement de l'intelligence artificielle, déjà, on a l'IPAG à Nice. Merci. Et puis ensuite, on a la maison de l'intelligence artificielle. Et la maison de l'intelligence artificielle, c'est quand même la prise de conscience des responsables politiques du département, et notamment de Monsieur Ginesi, le président, qui est un fanatique de l'intelligence artificielle, d'essayer officiellement de développer, disons, dans le public la connaissance de l'intelligence artificielle, mais aussi c'est un support aux entreprises qui sont installées à Sophia Antipolis et qui trouvent donc une ambiance favorable dans les Alpes-Maritimes à ce qui est le développement de l'intelligence artificielle. Donc, là, on parle des Alpes-Maritimes, mais on peut dire que la France, en plus, vous avez eu un ministre qui a sorti un rapport remarquable il y a quelques années. On avait assisté à sa conférence il n'y a pas longtemps, qui est un mathématicien, vous le connaissez, j'ai oublié son nom. Villani, qui a fait un rapport, et ce rapport est un guide pour le développement de l'intelligence artificielle qui est assez remarquable, qui est intéressant et qui a sûrement, inspiré les législateurs et puis les gens qui travaillent dans ce domaine. Donc on a quand même quelques atouts dans ce domaine, mais il faut quand même qu'ils soient liés à l'éthique. Et c'est là le problème qui nous occupe. Après, pour pas taper trop sur les Américains, il faut quand même qu'on soit d'accord sur le fait que nous, on a cette capacité en tant que Français, Européens, avec toutes nos normes, d'avoir beaucoup d'éthique, beaucoup de décisions, que les Américains ont cette capacité de monter des entreprises qui sont des bulldozers en termes de cash flow et qui vraiment ont cette capacité remarquable, voilà, de faire licorne sur licorne. Mais je pense qu'il faut prendre le meilleur des deux mondes, d'arriver à monter des grosses licornes qui apportent de la satisfaction à des actionnaires en termes monétaires comme les Américains, avec de l'éthique française aussi. Mais il n'y a pas tout à jeter chez les Américains, donc voilà, faut prendre le meilleur des deux mondes. Vous parliez donc de la maison de l'intelligence artificielle à Sophia. J'ai un ami et collègue, Monsieur Oliveri, chercheur au CICLAB, qui œuvre beaucoup sur la question. Il y a un terme qui est en train d'apparaître sur le domaine, celui des risques technosociaux. Est-ce qu'à aujourd'hui, selon vous, il y a des liens possibles entre les organismes de santé publique et les acteurs du numérique au global, donc de l'intelligence artificielle, pour essayer de faire plus de liens et en tout cas plus de pédagogie possible sur les opportunités et les menaces du numérique au global? Alors là-dessus, je vais laisser répondre les structures compétentes.
Merci. Alors effectivement, il y a un premier aspect qui est vraiment la sensibilisation du grand public et des professionnels tech et non tech. Et donc, quel que soit, en tout cas pour l'AIMIA, quelles que soient les solutions d'IA développées, qu'elles soient liées ou non à la santé, le but effectivement, c'est de faire connaître ces facteurs de risque et faire vraiment une prévention, en tout cas, sur le développement des solutions d'IA. Et d'autre part, on va essayer de mettre en relation les entreprises, les startups et le monde du milieu académique, donc la recherche et l'Université Côte d'Azur notamment, pour créer une cohésion, si tu veux, une cohérence entre le développement des solutions d'IA et la recherche, pour effectivement que ces deux milieux-là puissent collaborer, travailler ensemble et résoudre un peu voilà ces questions-là. D'autres questions? Alors, je vais faire un résumé de ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. On a parlé de diversité, de concept de l'éthique dans l'intelligence artificielle. On a parlé aussi de concept de le fait que quelqu'un ou un data scientist a une idée, ce n'est pas suffisant. Il faudra par la suite présenter cette idée devant un comité intérieur de l'entreprise et extérieur de l'entreprise pour voir comment on peut mitiguer les risques potentiels qui peuvent être liés à cette idée, à cette IA qui voudrait développer cette personne-là. On a aussi parlé de les nouvelles méthodes qui arrivent sur le marché, qui nous permettra de, sans forcément aller travailler sur les données réelles, mais pouvoir essayer toujours de faire apprendre aux algorithmes des choses, mais sans forcément aller sur les données pour éviter les discriminations à ce propos-là. Et on a aussi parlé de méta-concepts qu'on pourrait avoir. Et je voudrais vous dire, professeur Igalens, l'année dernière, j'étais à World AI Cannes. Et nous avons professeur Roussel et Patrick Roussel et Norvig qui écrit un livre célèbre qui est maintenant à 4e édition. Ils étaient là et il a présenté ses excuses en disant que dans la première version, quand j'ai défini le concept de l'IA, j'ai dit que l'intelligence artificielle est là pour répondre ou pour arriver à une aux objectifs, au meilleur objectif. Mais je présente mes excuses, je voudrais changer cette définition et dire l'intelligence artificielle est là pour arriver aux objectifs des hommes. Et donc, effectivement, on pourrait avoir, comme ce que Mathieu vient de dire aussi, peut-être une shift vers l'humain et de dire la méta-concept, ça doit être basé sur l'humain, ses objectifs et sa façon où il va orienter l'intelligence artificielle, si je peux le dire comme ça. Alors, je vais continuer avec une autre question. Nous avons aussi parlé de Mia et le rôle que Mia joue pour justement acculturer la population. Dans une des réunions qu'on a participé, on a compris que en fait l'ignorance vis-à-vis de l'IA, c'est peut-être le danger la plus important. Un des dangers importants, c'est quand on ignore, on ne sait pas c'est quoi l'IA. Et la maison d'intelligence artificielle, en collaboration avec l'Institut Europia, qui est partenaire de l'IPAG, organise les IA Date, dans laquelle justement plein de conférences à ce propos-là sont parlées. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé un peu de ces concepts-là. Alors cela m'amène à la question de l'industrie de l'IA est confrontée à un manque de représentation de groupes divers. Alors, par groupe divers, je parle des femmes, des hommes, des minorités visibles, des personnes qui parlent d'autres langues. Plaidez-vous pour une plus grande diversité dans les équipes travaillant sur le système d'IA dans vos entreprises? Alors, oui, parce que c'est la diversité d'une entreprise qui fait sa richesse, tant en termes de nationalité que de personnalité. On se questionnait tout à l'heure sur l'éthique des Américains là-dessus, mais on a des choses à prendre d'eux, on a des choses à prendre de plein de gens.
Et plus il y aura de diversité dans les gens qui fabriquent l'IA, plus l'IA sera diversifiée aussi, et moins on aura de problèmes d'éthique, etc., puisque c'est une IA qui ressemblera à un peu tout le monde. Donc je pense que c'est quelque chose de très important et qui peut changer aussi la façon dont on fait et fabrique de l'intelligence artificielle. C'est vrai que d'avoir une équipe diversifiée, on s'est rendu compte, et il y a plein d'analyses qui le prouvent, que ça a entraîné une meilleure créativité et que ça faisait une résolution de problèmes plus efficace. C'est qu'un exemple, mais au Labs, on a 30 nationalités sur 400 employés. Donc rien que cette richesse et ces différences de nationalité, ça crée lors de brainstorming ou lors de réunions une créativité qu'on n'aurait pas si on était une entreprise, même si on fait partie d'un grand groupe, que franco-française par exemple. Donc ça va du PhD jusqu'au senior, plus vraiment 30 nationalités sur 400 employés. Je pense que ça fait un spectre plus large. Et la diversité vient de la background de quelqu'un aussi. Par exemple, j'ai eu un collègue qui a fait les études de film avant la neuroscience. Donc c'était orthogonal, mais c'était très intéressant de voir comment tu peux utiliser ce que tu connais de quelqu'un un domaine complètement différent et utiliser par exemple avec le computer science, ce qui a classifié le class system, class order, c'était un biologiste. Donc, quand tu as cette intégration dans différents domaines, ça, c'est une mesure de diversité aussi dans une équipe. C'est intéressant, et particulièrement pour une petite équipe. Et dans ce cas-là, vous vous intéressez à la vie des gens, c'est-à-dire vous voulez... lorsque vous dites la diversité, bon, ça vient de leur background, de leur façon de vivre. Finalement, quand on travaille dans l'IA, pour l'IA, il faut être absolument transparent, c'est ça, pour qu'on puisse utiliser à fond. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans la vie privée? Alors, c'est plus une question de background sur la perception qu'on a de la vie. Enfin, nous, on a une problématique qui est sur notre algorithme de marche qui a été levé par la personne qui gère la com chez nous. Donc, j'ai des ingénieurs qui ont des doctorats et qui ne trouvaient pas la solution. Et c'est une personne qui fait de la com chez nous qui a dit mais pourquoi on fait pas comme ça? Et c'est comme ça que ça nous a permis d'avancer. Je pense que la diversité, on la définit plus sur la personne qu'on est aujourd'hui plutôt que la personne qu'on était hier. C'est les événements de la vie qui ont fait ce qu'on est. Et c'est surtout la vision créative, parce que l'IA n'est pas encore créative. Elle est pleine de process et pleine de décisions de sortie, mais elle n'est pas créative. Et c'est la créativité de chacun qui est plus mise en avant, plus que sur la vie personnelle. C'est sûr que la première chose avec la diversité, c'est la démographie de l'équipe. Mais il y a des autres choses qui sont pas qualitatives, mais pas quantitatif, mais c'est qualitatif. Par exemple, si tu fais une interview avec quelqu'un pour embaucher, tu peux voir comment cette personne résout un problème et comment on peut travailler ensemble. Ça, c'est une mesure de diversité aussi. Comment on peut résoudre des problèmes. Tu travailles bien avec une équipe, tu travailles seul, tu travailles mieux si tu miroires quelqu'un, ou tu travailles mieux si tu essayes de résoudre un problème toi-même et après tu discutes avec toute l'équipe. Il y a beaucoup de différentes choses à voir avec quelqu'un pour la diversité d'une équipe. C'est pas que la démographie. Mais est-ce qu'il y a un profil particulier pour travailler dans l'IA? Est-ce que... Pas vraiment, hein. C'est une question piège. Comme disait Antonia, on a beaucoup de profils qui se sont aujourd'hui reconvertis dans l'IA sur des formations qui sont nouvellement créées et qui étaient on a une data analyst, elle était dentiste avant, et c'est des profils différents qui font aujourd'hui un regard nouveau, parce que c'est des formations qui sont aussi nouvelles. Alors c'est vrai qu'à la EMIA, on a une équipe assez réduite parce qu'on est 10 personnes ou un peu moins de 10 personnes, donc c'est vrai que c'est difficilement quantifiable. On a tous des parcours effectivement très distincts.
Mais disons que l'avantage avec l'IA à aujourd'hui et dans les années à venir, c'est que ça touche de plus en plus de secteurs et les entreprises vont être amenées à recruter des profils très diversifiés qui viennent de psychologie, de droit, etc., de sciences humaines de manière générale, pour répondre à ces questions, notamment éthiques de l'IA. Mais voilà, comment par exemple créer une cellule qui va encadrer les IA génératives de l'entreprise, etc. Donc il y a en fait tous les secteurs et domaines d'activité vont être confrontés peut-être à devoir travailler dans l'IA ou avec de l'IA. Et la diversité de ces parcours-là, effectivement, ça va permettre de résoudre certains problèmes éthiques ou légaux de l'entreprise. Donc c'est vraiment très important. Et je pense pas qu'il y ait effectivement de parcours type pour travailler dans l'IA. Après, on va pas non plus se mentir, il y a majoritairement des parcours quand même scientifiques, hein, on va pas. Mais voilà, à l'avenir, je pense que ça va se diversifier davantage et c'est aussi tout l'intérêt, des nouvelles formations qui se montent autour de l'intelligence artificielle et de ces nouvelles écoles un peu alternatives où on peut se reconvertir en étant déjà adulte avec déjà un master, etc. Ou même parfois juste avec un baccalauréat et puis faire du développement web et puis passer du développement à l'IA. Bon, ça arrive aussi. Donc voilà, il faut vraiment encourager toutes ces nouvelles formations qui vont permettre à un peu tout le monde de pouvoir se reconvertir à l'IA. C'est surtout qu'à la base de tout ça, à la base de l'IA, c'est l'agrégation de la donnée. Et donc, si on n'a pas des gens diversifiés, des gens qui sont par exemple avocats pour vous expliquer que c'est telle donnée qu'il faut sortir d'un brevet, vous pouvez avoir les meilleures IA du monde, elles iront pas chercher les bonnes choses, donc ça servira à rien. Pardon. Alors, oui, effectivement, là, aujourd'hui, les profils sont diversifiés. Tout à l'heure, on avait la présentation de nos amis qui parlaient ou qui qualifiaient les personnes ou qui travaillaient sur les personnes seniors dans le travail et ils commençaient leur analyse à partir de l'âge de 45 ans. Et justement, ce que j'étais en train de dire, c'est que à l'heure actuelle, avec l'IA et le fait qu'on est en train de, je dirais, voyager entre les métiers, donc peut-être 45 ans, ça pourrait pas être, ça sera un debout. C'est un peu jeune pour être qualifié comme les employeurs seniors. Et c'est ça qui arrive à l'heure actuelle. C'est quand on parle de l'IA, on parle aussi des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles méthodes de gestion, des nouvelles, beaucoup de nouveautés, des nouvelles compétences qui arrivent. Alors, je vais profiter, puisque vous êtes là en face des étudiants qui rêvent d'être entrepreneurs ou qui vont bientôt commencer leur carrière dans le domaine de l'IA. Quelles sont les compétences nécessaires qu'il faut avoir pour toujours être capable de collaborer côte à côte avec les robots, l'IA générative comme ChatGPT dans l'entreprise, les collègues en même temps et avoir la possibilité aussi de pouvoir voyager entre les métiers. Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux étudiants? Étudiantes, écoutez bien s'il vous plaît. Je pense que le plus important, c'est garder sa capacité de questionnement, de pas prendre ce que ChatGPT dit pour acquis. Moi, j'utilise ChatGPT au quotidien parce que ça me fait gagner un temps qui est fou. Mais c'est pas ChatGPT qui prend mes décisions, c'est pas les IA génératives qu'on développe même nous en interne sur des systèmes applicatifs qui prennent les décisions. Et la capacité d'ouverture d'esprit, d'analyse et d'esprit critique et des décisions que vous pouvez prendre en tant que personne vont faire de vous des gens qu'on considère qui travaillent bien ou qui travaillent moins bien. Voilà. Aujourd'hui, ça va être quelqu'un qui travaille 2 heures dans la journée par rapport à quelqu'un qui travaille 5 heures. Si la personne qui travaille 5 heures prend des mauvaises décisions toute la journée, c'est pas la peine. Que si celle qui travaille 2 heures prend des bonnes décisions avec un esprit critique, un esprit réfléchi et utilise l'IA comme moyen de travailler 2 heures plutôt que 5, moi je préfère travailler avec la personne qui travaille 2 heures. C'est je pense une capacité qui est aussi importante même quand il n'y avait pas d'IA, c'est votre capacité de décision, d'esprit critique et de penser par vous-même aussi. Je pense que l'adaptabilité, c'est très important parce que tout change très rapidement. Et avec l'adaptabilité, si tu peux dire ces mots, et il y a la curiosité aussi, c'est très important, ça va ensemble. J'aurais fait la même réponse que Mathieu.
Je pense que c'est l'esprit critique qu'il faut que vous développiez et que vous gardez, parce que quand vous faites un prompt sur ChatGPT, ça va générer une data de sortie, mais est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est vraiment la réponse à la question que vous avez posée initialement? On a vu qu'il y avait certains modèles d'IA qui avaient tendance à faire ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'ils recherchent sur le web, à un moment donné, même s'ils synthétisent, il y a des choses qui peuvent être fausses. Et je pense que c'est vraiment garder toujours en tête d'aller vérifier l'information et cet esprit critique par rapport à ce que l'IA peut générer, parce que c'est pas encore parfait. Oui, alors je rejoins un peu tout le monde effectivement sur l'esprit critique, tout à fait. Mais également, il faut quand même une grande capacité d'analyse également, parce que l'IA nous pousse constamment, alors qu'on produise directement des solutions d'IA ou qu'on travaille avec de l'IA, ça nous pousse à nous remettre en question tous les jours. Et quand on cherche à développer un modèle d'IA, on va se poser énormément de questions. Donc il faut savoir analyser un peu le contexte dans lequel on travaille, analyser nos problématiques, s'analyser soi-même aussi, voilà, son mode de réflexion, son comportement. Et effectivement, l'IA, ça évolue chaque semaine. Il y a des outils d'IA vraiment qui ont des modérations très très fréquentes et qui évoluent vraiment jour après jour. Donc il faut avoir aussi cette capacité à s'investir dans la recherche, faire beaucoup de veille scientifique pour voir ce qui a un peu changé sur les modèles d'un jour à l'autre. Et voilà, rester, en tout cas, savoir rester très informé sur les évolutions de l'IA pour ne pas malheureusement être dépassé un peu par ce qui évolue. Une petite question, c'est un peu la question à 3 millions de dollars, mais justement, l'objectif final de la pensée critique, c'est l'objectivité. Et est-ce que, justement, pour rester objectif sur vos marchés et sur vos problématiques toujours grandissantes, est-ce qu'il y a une méthode ou en tout cas quelques conseils pour essayer d'être le plus objectif face à des problématiques qui, elles, sont en mutation constante? La diversité. Si vous avez un large nombre, on revient sur le questionnement. Si vous avez un certain nombre de gens qui ont mais ça peut se faire sur des équipes de 4, comme des équipes de 10, comme des équipes de plusieurs milliers de collaborateurs. Si vous avez assez de gens qui sont assez différents, à ce moment-là, vous aurez de l'objectivité au sein de votre société. Même si c'est une objectivité qui sera pas 100% objective, parce que si ça concerne par exemple la vie de la boîte, tout le monde a intérêt à ce que la boîte vive pour continuer. Mais la diversité fait l'objectivité. Les itérations aussi, la possibilité de changer, d'adapter, d'améliorer les résultats et les logiciels, tout qui utilise l'IA, c'est très important. Bien, oui, on pourrait tous ensemble essayer de tirer une conclusion, parce que finalement, on a tous beaucoup assisté à des cours, puis il y a des cours où on a retenu un truc. Et quand on a retenu un truc, c'est bon, mais pas 10. Et donc, de mon côté, moi j'ai l'impression que on peut représenter l'IA un peu comme si on débarque sur une île déserte, ou en tout cas pas complètement déserte, mais en tout cas on la connaît pas. On a fait un naufrage, si vous voulez, je n'ai pas dit que l'IA était un naufrage, mais on arrive là, et puis on doit résoudre ces problèmes de l'intelligence artificielle, qui sont, on l'a dit notamment, les problèmes éthiques. Et vous venez de dire quelque chose de très important, puisque vous avez ramené à la diversité. La diversité, c'est pas un mot valise, ou si vous voulez, on peut voir que cette fois-ci, la diversité est totalement justifiée, totalement expliquée, parce que si vous êtes sur l'île, il va falloir utiliser toutes sortes de talents pour construire quelque chose, pour vivre, pour continuer. Et on est vraiment dans cette situation d'inconnu. Ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est une situation dans laquelle on débarque avec des possibilités immenses, mais au fond, on les connaît pas. Et on va devoir, par définition, faire appel à la diversité, par morale peut-être aussi, bien sûr, on en a parlé, mais aussi par nécessité. Est-ce que l'IA, par définition, c'est pas le domaine de la diversité? C'est la question que je pose en conclusion, mais je vous passe la parole pour prolonger ou contredire ce que je viens de dire, bien sûr. Alors, la diversité, au sens large, c'est un mot que j'aime pas, parce que c'est un mot, enfin, on parle tout le temps de diversité, et souvent... Est-ce que vous l'aimiez pas? Parce que c'est un colloque sur la diversité. En fait, je l'aime pas parce que souvent on l'applique pas.
pour nous, en tant que start-up, c'est normal d'avoir de la diversité, puisque la diversité, c'est avant tout l'humanité. Et l'humanité, c'est ce que je défends, je pense que certains l'auront compris à travers mes mots, c'est quelque chose qu'il faut remettre au centre de tout ce qu'on fait. Et si on met l'humanité au centre de tout ce qu'on fait, on aura de la diversité, on aura des IA qui seront éthiques, et on aura un système sociétal, capitalistique, qui fonctionnera sans doute beaucoup mieux. Et comment on développe l'IA est une réflexion de notre monde actuel. C'est une réflexion d'une partie de notre monde actuel. Et on peut choisir quelle partie de ce monde on va utiliser pour développer l'IA. Donc, avec la diversité, la plupart des diversités, c'est la meilleure réflexion de notre monde actuel. Pas que le monde qui existe maintenant avec tous les bias. Oui, je crois vraiment que l'enjeu maintenant, c'est d'avoir des experts, une sorte d'auditeurs qui seraient capables d'expliquer ce qu'on appelle l'explicabilité des données, de savoir pourquoi le modèle génère telle data de sortie et d'avoir un expert qui soit capable de réentraîner le modèle, d'aller trouver la cause, de savoir comment la décision a été prise pour vraiment confirmer que c'est éthique. Parce qu'effectivement, ça suffit pas de dire on fait des solutions qui sont équitables, moins discriminatoires. Et à ce jour, il y a des experts. Et heureusement, on en a dans nos effectifs. Mais je pense que c'est ça qui est vraiment la clé pour que l'IA soit plus éthique et représente la diversité. Bien, je crois que c'est le moment d'abord de remercier nos partenaires avec qui ont bien voulu participer à cette discussion. Remercier Margie d'avoir eu cette idée. Je la vois, Margie, ça y est. Bonjour, Margie. Bonsoir, plutôt. D'avoir eu cette idée de ce débat, et je crois que c'était une d'autant meilleure idée que, à travers ce débat, il est sorti le sentiment, je ne sais pas si c'est un principe, mais enfin, en tout cas, un sentiment que l'intelligence artificielle, c'était le domaine par excellence de la diversité. Le domaine par excellence parce que il faut de la diversité pour la développer. Domaine par excellence parce qu'il faut la respecter pour qu'elle puisse fonctionner. Ou sinon, c'est un instrument d'oppression. Donc, on a là, dans ce champ qui est en train de démarrer, qui a démarré depuis longtemps, mais qui est en train d'accélérer en ce moment, on a là un domaine tout particulier de développement, de réflexion, de perfectionnement de la notion de diversité, et qui est apparu il n'y a pas très longtemps, mais qui maintenant nous paraît tout à fait clair. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce débat, et puis voilà, je propose de clôturer. Et un grand merci à vous tous d'avoir participé, aux étudiantes et également aux audiences, d'être là. Merci beaucoup.